Que vous soyez un particulier ou un professionnel, si vous avez un projet immobilier en Espagne, ce podcast Ne perd pas le Sud vous servira de boussole. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, car je vous livrerai au fil des épisodes des astuces et des recommandations pour vous aider à sécuriser en toute éthique vos projets. Hola a todos y todas, je m'appelle Audrey Clemenceau. Je suis avocate spécialisée en droit immobilier, inscrite au barreau de Barcelone et aussi agente immobilier en Espagne. J'accompagne depuis maintenant plus de 17 ans mes clients, français ou francophones, dans leurs projets immobiliers sur tout le territoire espagnol, qu'ils portent sur un achat, une vente, de la construction, des baux commerciaux, de la cession d'actifs immobiliers ou de fonds de commerce, ou encore une succession entre la France et l'Espagne. Je vous souhaite la bienvenue sur ce podcast et bonne écoute! Dans ce nouvel épisode, je vais vous expliquer pourquoi acheter une maison en Espagne sans la visiter, c'est no way. Excusez-moi l'expression de no way, mais vraiment, c'est totalement impensable. C'est pas possible de prétendre vouloir acheter, que ce soit une maison ou un appartement d'ailleurs, en Espagne, sans le visiter avant. C'est totalement impossible. Le contexte, c'est quoi ? Alors, je dis cliente, finalement, une cliente, bien que j'ai pas pu faire grand-chose pour elle, je vais vous expliquer après pourquoi, mais une dame m'appelle en me disant, désespérée, qu'elle a besoin de moi parce qu'elle a voulu acheter une maison en Espagne. Et elle me dit, littéralement, ce sont ses mots, je me suis fait arnaquer par l'agence immobilière et les vendeurs. Alors, je creuse, je pose quelques petites questions, j'essaye de savoir ce qui se passe. Je me rends compte, au fil du temps et au fil de mes questions, qu'elle n'a jamais visité le bien en présentiel. Elle a fait un tour virtuel, une visite virtuelle, mais elle n'a jamais visité le bien avant la signature chez le notaire. Elle a tout fait à distance, avec l'aide de l'agence immobilière qui avait organisé donc la visite du bien 30 minutes avant la signature chez le notaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette personne, elle ne s'est jamais déplacée, sauf le jour J, où il fallait signer chez le notaire. Et l'agent immobilier avait calé 30 minutes avant la signature chez le notaire une visite du bien vite fait, bien fait. Elle m'explique qu'elle avait signé déjà le compromis de vente, ce qu'on appelle el contrato de arras, le contrat d'art, à distance. Elle a tout fait à distance par mail. Elle a versé 23 000 euros directement sur le compte bancaire des vendeurs et non pas sur le compte séquestre du notaire. Du coup, elle m'expose tout ça et elle me dit « J'ai besoin que vous m'aidiez, d'une part à récupérer mes arts et à faire annuler la vente. » Alors, je ne vais pas passer par 4 chemins, je vais vous le dire très directement. Dans un cas comme ça, je ne peux rien faire pour elle. Je suis vraiment désolée, mais je ne peux rien faire. C'est vraiment trop tard. Elle a tout perdu, elle me contacte trop tard. En fait, les 23 000 euros, je me rends compte par la suite qu'elle est tellement désespérée. Pourquoi ? Parce que les 23 000 euros, ce sont toutes ces économies qu'elle ne reverra jamais. Alors, on va reprendre ensemble tout le déroulé de ce qui s'est passé et je vais vous expliquer point par point ce qui s'est passé. Le problème principal, c'est qu'elle vient me voir trop tard. Tout est déjà signé, les sommes sont déjà versées, donc je ne peux plus protéger ses droits. La seule issue que j'ai et la seule solution que j'ai, la consultation, c'est quoi ? En fait, c'est l'informer du pourquoi je ne peux rien faire, du pourquoi il est trop tard et du pourquoi, malheureusement, elle a tout perdu. Déjà, je l'ai déjà répété dans d'autres épisodes, mais on le dit jamais assez. En Espagne, si vous souhaitez acheter un bien immobilier, que vous soyez un particulier ou un professionnel, il faut faire appel à un avocat dès le début, surtout si c'est votre premier achat immobilier. En France, vous avez l'habitude que le notaire intervienne dès le début et que c'est lui qui prend la situation en main et qui sécurise l'opération. En Espagne, ce n'est pas le cas. Le notaire, il intervient à la fin. Et donc, tout ce qui se passe en amont, les audits juridiques, le contrat d'art en vertu duquel vous versez 10% du prix, c'est pas rien, et directement sur le compte du vendeur. Ça, c'est la pratique habituelle. Si vous avez besoin d'un financement ou pas, tout ce qui se passe en amont, ça se fait avec un notaire et ou un agent immobilier, mais en tout cas, c'est pas le notaire qui gère en Espagne. D'accord ? Ça, c'est très, très important. Elle le savait pas. Donc, je lui explique tout ça et je lui explique pourquoi, du coup, il est trop tard. Alors, elle a commis plusieurs grosses erreurs à surtout ne pas commettre si vous avez un projet immobilier.
en Espagne, du moins. Ça, c'est important. Donc, on va décortiquer ces erreurs qu'elle a faites. Elle a fait en tout 4 erreurs différentes. La première erreur, et pas des moindres, c'est qu'elle n'a pas visité le bien en présentiel. Ça, c'est no way. Ça, c'est impensable. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on en parle partout, l'IA, l'intelligence artificielle. Il est facile de truquer des photos, il est facile de truquer des vidéos, d'accord ? Je ne sais même pas si c'était le cas dans son exemple précis à cette dame, mais de façon générale, c'est pas possible. En plus, ne serait-ce qu'avant même l'IA, on parlait des photos à grand angle qui donnaient une impression, pour certaines pièces, d'avoir un espace énormissime, alors qu'au final, c'est un grand angle, donc il n'y a pas plus d'espace que ça. Donc, c'est pas pareil de faire une visite en visio qu'une visite en présentiel. Vous percevez pas les mêmes choses. Il y a la situation de la maison par rapport en plus aux voisins, au lieu géographique qui est important. Où est-ce que se situe la maison ? Dans le quartier, dans la ville, dans la région ? Surtout si c'est un pays qui n'est pas le vôtre, qui est l'Espagne. Vous connaissez peut-être pas grand-chose ou voire rien du pays, donc c'est important quand même d'aller voir l'ambiance. Et là, je vous parle vraiment d'aspects qui sont pas du tout juridiques, mais qui sont des aspects de bon sens. Ou surtout si le projet, c'est je veux passer le restant de ma vie pour ma retraite ou une seconde résidence, ou même pour vous y vivre tout le temps, dans un endroit paisible, tranquille, dans lequel je me sens bien. Personne n'a envie d'acheter une maison, un appartement dans un endroit où il ne se sent pas bien. Donc ça, c'est même pas du juridique, c'est du bon sens. Et j'insiste sur ce point parce que c'est pas la première fois que ça m'arrive dans ma carrière professionnelle. J'ai plus de 17 ans de carrière. Je vois encore et toujours des gens qui arrivent chez le notaire et qui n'ont pas vu le bien. Ça, c'est la meilleure recette pour tout rater et pour tout perdre. Donc, surtout, ne commettez pas cette erreur. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, attendez, repoussez la visite, repoussez votre projet. Acheter un bien immobilier, c'est suffisamment important dans la vie de quelqu'un pour reporter la visite jusqu'au moment où vous serez disponible pour venir. J'ai même envie de vous dire, si vous ne devez ne vous déplacer qu'une seule fois dans tout le projet immobilier, déplacez-vous au début pour visiter le bien. Parce que le reste des signatures, le reste des déplacements, si vous ne pouvez pas venir, on peut s'organiser avec une procuration. Et vous pouvez me donner à moi une procuration ou à la personne de votre choix pour qu'elle puisse vous représenter, même devant le notaire. Donc, c'est vraiment très, très important. J'ai envie de vous dire que même quand on fait une visite en présentiel, moi, je recommande toujours de visiter plusieurs fois le bien. Parce que vous allez le visiter parfois en fin de journée, après le travail, il fait nuit, ou alors peut-être vous le visitez quand il y a du soleil et vous voulez voir un petit peu ce qui se passe quand il y a l'ombre. Enfin, c'est des choses toutes bêtes, vraiment, mais qui peuvent vous changer la perception d'un bien. Donc, c'est important. Surtout si c'est une maison. Moi, je conseille toujours aussi de faire une visite avec un technicien, un architecte. Donc, vous pouvez faire une première visite tout seul. Si le bien vous plaît et vous avez confirmé ça, vous programmez une autre visite avec un architecte, par exemple. Moi, je n'ai pas besoin de visiter les biens. D'ailleurs, je visite presque aucun bien de mes clients qu'ils achètent, parce que moi, mon travail, il est administratif, juridique, il est sur du papier. Mais vous qui achetez, c'est la moindre des choses. Voilà, ça, c'est vraiment un point sur lequel j'insiste. C'est pas du tout juridique, je le répète, mais c'est tellement indispensable qu'il faut vraiment l'avoir en tête. Ensuite, deuxième grosse erreur. Elle a fait confiance à la française. Alors, faire confiance à la française, on ne peut pas reprocher ça à quelqu'un qui est français et qui sait comment ça se passe en France. Par contre, à partir du moment où vous avez un projet immobilier dans un pays étranger, on peut quand même se dire que culturellement, c'est différent. D'ailleurs, ça l'est. Et à cet effet, moi, je vous réfère à l'épisode 1 de ce podcast qui parlait des différences culturelles entre la France et l'Espagne, où certains Français ont tendance à croire que les Espagnols les ont arnaqués. Ce n'est pas toujours le cas, d'accord ? Donc, je vous réfère à cet épisode-là, qui est l'épisode 1, parce que je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit à l'époque, mais c'est important. Culturellement, l'Espagne est un pays différent. Juridiquement, c'est un pays différent, d'accord ?
Et en Espagne, et c'est pour ça que moi j'aime cette culture et ce pays, il y a un côté un peu plus relax qu'en France. Les gens, en règle générale, sont de meilleure humeur. Il y a du soleil qui joue vraiment sur notre bonne humeur. Mais le penchant de tout ça, c'est que parfois, il y a un petit peu trop de laxisme. Donc, qu'est-ce qui se passe? Très souvent, que ce soit les vendeurs, les agents immobiliers ou vos interlocuteurs dans un dossier, s'ils sont espagnols, ils vont avoir tendance à vous dire «Está todo bien». Ça veut dire «tout est OK». Mais tout est OK selon leur point de vue espagnol. Ça ne veut pas dire que tout est OK selon votre point de vue français. D'accord? Donc ça, c'est important. On n'a pas la même façon de définir ou d'appréhender un problème en France. Et là, concrètement, dans cet exemple pour cette cliente, il y avait des problèmes d'humidité dans la salle de bain. Et typiquement, l'agence avait dit «Está todo bien, tout est OK, il n'y a pas de souci. On va peindre, voilà, on va faire des travaux et puis il y aura plus de soucis». Sauf que quand 30 minutes avant de signer chez le notaire, vous vous apercevez de ça, bah pour vous, c'est pas OK. Et ça peut se comprendre. Donc, ça, c'est aussi une des erreurs qu'on peut commettre quand on veut acheter un bien immobilier en Espagne. Troisième erreur. Croire qu'acheter un bien en Espagne, ça se passe comme en France. C'est faux. C'est faux, je ne vais pas vous raconter des salades, c'est tout à fait faux. C'est tout à fait faux. Elle pensait qu'en visitant le bien 30 minutes avant la signature chez le notaire, elle aurait pu se désister de l'achat et récupérer les 23 000 €. Eh bien, ce n'est pas le cas. L'agence immobilière, d'ailleurs, lui avait dit « Ne vous inquiétez pas, cet argent, c'est nous qui l'avons, il n'y a pas de souci. » Ben, si, il y a un souci parce qu'il y a un droit qui s'applique qui est totalement différent de ce que vous avez l'habitude en France. Vous, en France, vous avez l'habitude, est-ce que les sommes versées sont séquestrées sur un compte séquestre d'un notaire? Ici, le notaire, il n'a pas encore intervenu, en fait. Il n'a pas eu encore son rôle à jouer. Il n'y a que les agents immobiliers et les avocats qui seraient éventuellement intervenus si elle avait pris un avocat. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que cet argent, même s'il est sur le compte de l'agence immobilière, concrètement et juridiquement, c'est comme s'il était sur le compte du vendeur. Il appartient au vendeur. D'accord? Et là, je vais vous faire une petite distinction entre le droit espagnol et le droit catalan. En Espagne, nous avons plusieurs communautés autonomes et il y a plusieurs droits civils notamment qui peuvent s'appliquer. C'est le cas en Catalogne. Moi, j'ai mes 2 bureaux en Catalogne, donc c'est une réglementation que je maîtrise très bien, même si je maîtrise le droit espagnol de façon générale dans toutes les autres communautés autonomes. La Catalogne est celle qui a donc son code civil, un article précis parlant des achats immobiliers. Le droit espagnol prévoit que, à partir du moment où vous signez le contrat d'art et vous versez les arts, vous êtes engagé. C'est fini. Vous ne pouvez plus vous désister sans perdre les arts. D'accord? Ça, c'est important. En Catalogne, c'est différent. Le code civil catalan prévoit que si vous avez besoin d'un financement et que ceci est bien reflété dans l'acte et que vous n'obtenez pas votre financement, vous pouvez récupérer les arts versés et vous désister. Mais c'est le seul cas dans lequel vous pouvez récupérer vos arts, si vous n'avez pas besoin de financement. Là, dans mon exemple concret, ma cliente, elle n'avait pas besoin de financement, donc cette clause n'avait pas été insérée. Et en plus, le bien ne se trouvait pas en Catalogne. Donc, de toute façon, le code civil catalan ne s'appliquait pas. Elle achetait en Andalousie. Donc, c'était le code civil espagnol qui s'applique, qui prévoit, je vous le rappelle, que quand vous signez le contrat d'art et vous versez les arts, vous ne pouvez plus vous désister en tant qu'acheteur sans perdre ces arts. D'accord? Donc ça, c'est très, très important. Donc, en fait, elle n'avait pas eu assez d'informations. Personne ne lui avait expliqué. Même si elle m'avait confirmé qu'elle avait bien eu le contrat en français, il avait été traduit en français, d'accord, par l'agence immobilière. Alors déjà, moi, quand j'ai vu le contrat, je vous avoue que le français, c'était pas rédigé dans la langue de Molière. Enfin, bon, c'était compréhensible, mais les termes juridiques n'étaient pas très concrets, n'étaient pas très précis. Enfin, les phrases étaient un petit peu mal tournées, donc on comprenait plus ou moins ce que ça voulait dire, mais ce n'était pas un français rédigé par un français natif et encore moins par un avocat. Donc les termes étaient pas terribles. Qu'est-ce qui se passe quand un contrat est pas juste précis en langage juridique? On perd en sécurité juridique, tout simplement parce que si un jour il y a un conflit dans ce contrat,
on va déjà se poser plein de questions sur savoir qu'est-ce que les parties voulaient dire. Donc, on va perdre du temps et on perd en sécurité juridique. Donc, c'est important que le contrat soit bien traduit, qu'il soit traduit en espagnol, qu'il soit écrit en espagnol ou traduit en français. C'est important qu'il soit rédigé par quelqu'un qui connaisse le droit et qui maîtrise suffisamment bien la langue pour pouvoir s'exprimer clairement. Mais là, en l'occurrence, même si elle avait compris plus ou moins en fait ce qu'elle signait, mais ce que c'était traduit en français, malgré la qualité du français, il y avait une petite référence à un article du Code civil espagnol, qui n'était pas plus expliqué que ça dans le contrat, simplement il y avait une référence à cet article-là. Le problème, c'est que cet article, elle ne le connaît pas, elle ne sait pas ce qu'il dit, et même si elle va le chercher, il est en espagnol. Donc, de toute façon, et même si en espagnol, elle arrive éventuellement à comprendre ce que l'article dit, peut-être qu'elle n'a pas tous les tenants et aboutissants pour comprendre les conséquences juridiques de cet article. Et cet article, c'était un article du Code civil espagnol qui expliquait ce que je viens de vous dire avant, que quand on signe ça et qu'on verse les arts, on est engagé. Et on ne peut plus se désister, sauf à perdre les arts. Et ça, personne ne lui avait expliqué. D'accord ? Et la 4e erreur qu'elle commet, c'est qu'elle ne se présente pas à la signature devant le notaire. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je vous rappelle que l'agent immobilier avait programmé une signature 30 minutes juste avant d'aller chez le notaire. Donc, après la visite du bien, qui s'est très très mal passée, parce qu'elle a vu les humidités dans la salle de bain, elle a vu que qu'il y avait plein de terrains vagues autour, qu'il n'y avait pas vraiment de voisinage et elle ne se sentait pas accueillie par ces terres arides. Elle s'est fâchée en fait avec tout le monde et elle a refusé d'aller chez le notaire. Elle a voulu le remboursement de ses arts, de ses 23 000 € qu'elle avait versés. Elle a dit non, moi je ne vais pas chez le notaire, je me désiste, c'est fini, j'arrête tout. Je vous traînerai devant les tribunaux, j'irai devant les tribunaux, j'irai devant un avocat, stop, on arrête tout. Je vous rappelle que le droit espagnol, qui est applicable ici dans ce contexte-là, prévoit que le désistement de l'acquéreur fait qu'il perd ses arts, il perd les 23 000 €. D'accord ? Alors, là, en quoi est-ce qu'elle a commis une erreur ? Elle a commis une erreur parce que, éventuellement, si elle avait été accompagnée par un avocat, alors déjà, on rembobine un tout petit peu, si elle avait été accompagnée par un avocat et si cet avocat avait été moi, évidemment, je lui aurais conseillé d'aller visiter le bien le plus rapidement possible et avant de verser les 23 000 €. Donc, on n'en serait pas là aujourd'hui. Mais imaginons, entre tout ce qui se passe au moment des arts et avant la signature chez le notaire, imaginons un avocat serait intervenu dans ce laps de temps et aurait vu la situation ou l'aurait accompagné chez le notaire. Qu'est-ce qu'il lui aurait conseillé ? Il lui aurait dit attendez, si on est dans un cas de vice caché, on peut peut-être éventuellement faire quelque chose. Mais dans tous les cas, moi, si ça avait été ma cliente, je lui aurais dit il faut aller chez le notaire. Il faut aller chez le notaire et chez le notaire, on va signer un acte devant le notaire en détaillant ce qui s'est passé aujourd'hui, en reprenant l'antériorité de tous les faits qui se sont écoulés depuis la signature du contrat d'art. Et on aurait pu éventuellement faire quelque chose pour sauvegarder au maximum ses intérêts. Ça aurait déjà été trop tard, mais ça aurait été mieux que rien. Donc, on aurait pu éventuellement, encore une fois, chaque cas est très particulier, donc il aurait fallu analyser au cas par cas, mais peut-être qu'on aurait pu prendre la porte de sortie des vices cachés pour sauvegarder les intérêts de la cliente et pour essayer de récupérer les 23 000 €. Malheureusement, ce n'est pas arrivé. Quand elle m'appelle, elle s'était déjà fâchée avec tout le monde. Et donc, la seule solution que moi j'ai à ce moment-là, malheureusement pour elle, c'est de lui expliquer ce qui s'est passé, de lui traduire tout le juridique qui a été fait jusqu'à présent et de lui expliquer par A et B, que malheureusement, c'est trop tard. C'est trop tard et qu'elle ne peut pas récupérer ses arts. Et qu'en plus, elle a commis une avalanche d'erreurs qui fait qu'aujourd'hui, c'est très compliqué. Donc, ma recommandation, c'est visiter le bien avant de signer quoi que ce soit.
En principe, d'ailleurs, c'est la visite qui déclenche après tout, hein, la signature de la réservation, du contrat d'art, etc. Donc, vraiment, ça, c'est le point important. Parce que sans ça, ça paraît anodin, hein, mais bon, elle ne voulait pas finalement prendre un billet d'avion. Alors, il y avait un problème logistique, mais elle aurait pu décaler la signature. Il y a aussi, son argument était économique en me disant, oui, mais bon, vous comprenez, un billet d'avion, ça coûte 200 € aller-retour. Ouais, enfin, en même temps, quand il y a 23 000 € en jeu, bah, on prend un billet d'avion à 200 €. Parce qu'au final, si on perd quelque chose, on perd les 200 € et pas les 23 000 €. Mais malheureusement, elle n'avait pas cette vision éclairée de la chose puisqu'elle n'avait pas été informée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode, si ce contenu vous plaît. Merci de vous abonner au podcast, à ma chaîne YouTube, pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et si vous pensez que ça peut être utile à quelqu'un, merci de le recommander autour de vous pour soutenir mon travail et rendre plus visible ce podcast qui pourrait peut-être aider d'autres personnes. À très vite.